7 mai 1995. Jacques Chirac, patron du RPR et candidat de la droite, est élu président de la République. Dans les rues de Paris, il s'abandonne à l'ivresse de la victoire. Et quelle victoire! Quelles épreuves endurées! Il vient de battre Lionel Jospin, le candidat de la gauche, mais surtout, au premier tour, il a triomphé dans le pire des combats politiques. Celui qu'il a mené contre son fidèle conseiller et ami de 30 ans, Édouard Balladur. Monsieur Chirac, Monsieur Chirac, Monsieur Chirac. En politique, chacun sait que les amitiés les plus solides ne résistent ni aux circonstances, ni aux ambitions. Vous êtes heureux ce soir? Pas de commentaires donc pour l'instant de Monsieur Chirac. En se portant candidat, Édouard Balladur a brisé un tabou chez les gaullistes. Il a remis en cause la légitimité du chef. On peut donc s'interroger sur les raisons qui l'ont poussé, au prix de la trahison, à affronter celui dont il avait servi la cause pendant tant d'années. Tout commence 7 ans plus tôt, le 8 mai 1988, un soir d'élection présidentielle aussi. François Mitterrand vient d'être reconduit pour la seconde fois à la magistrature suprême. Et pour la seconde fois, Jacques Chirac est battu, cette fois lourdement. Derrière le sourire de façade, la potion est amère. Voilà le lion blessé, réfugié dans sa tanière à l'hôtel de ville de Paris, dont il est maire depuis 10 ans. Nous étions sous le choc après la défaite de Jacques Chirac et le doute était dans tous les esprits. C'était un Chirac qu'on ne connaissait pas. Il semblait hagard, lointain. On lui parlait, on avait l'impression qu'il n'entendait pas ce qu'on lui disait. C'est plus qu'un échec, c'est un traumatisme. Il se retrouve, Jacques Chirac, par terre, de la poussière plein la bouche, KO, déprimé. Et il va à un moment même songer à abandonner quasiment la vie politique. Dans son propre camp, on dit beaucoup, il va nous emmener dans le mur. Il est trop énergique, trop à droite, trop énervé. Voilà, donc c'est une image assez ambivalente. Cette défaite de Jacques Chirac arrive après 2 ans d'une cohabitation difficile avec François Mitterrand, dont il était le Premier ministre entre 1986 et 1988. Édouard Balladur était alors son ministre de l'économie. Leur complicité remonte aux années 70. Tous deux jeunes énarques sont alors conseillers de Georges Pompidou, leur père en politique. Cette loyauté partagée est le ferment d'une amitié de 30 ans. Une amitié précieuse à Jacques Chirac au lendemain de cette défaite. À cette époque-là, ils s'adorent. On pourrait même dire qu'ils s'aiment carrément. C'était vraiment une entente merveilleuse. Les deux hommes se complétaient. Au fond, Chirac avait une admiration éperdue pour Édouard Balladur. Jacques Chirac a besoin de quelqu'un qui le tire vers le haut et qui le considère comme intellectuellement supérieur à lui. Balladur avait une idée assez précise des qualités de Jacques Chirac. Il voyait bien le combattant, le militant, l'homme le gros travailleur, mais il avait aussi senti les défauts, il avait senti le côté un peu improvisé, un peu activiste, et il a fait partie, je crois, de ces gens qui estiment qu'en fait, ils vont piloter le bel animal. Jacques Chirac ne prenait plus aucune décision sans se tourner vers Édouard. Chaque fois, il disait on va demander à Édouard, il faudra voir ça avec Édouard. Tiens, allez voir Édouard pour ça. Édouard Balladur exigeait toujours de voir Jacques Chirac en tête à tête. Et on disait même à ce moment-là qu'il avait pris son cerveau en otage. Enfin, c'était vraiment une prégnance trop forte. Dans la perspective des élections législatives de 1993, qui s'annoncent compliquées pour les socialistes au pouvoir, le tandem Chirac-Balladur semble parfait pour gérer une probable cohabitation. Seulement voilà, Jacques Chirac, chef incontesté de la droite, n'est pas chaud pour devenir, encore une fois, le Premier ministre de François Mitterrand.
Jacques Chirac n'a pas voulu retourner en 1993 au charbon pour une raison simple, c'est qu'il avait fait le diagnostic toujours vérifié que Matignon était finalement la plus mauvaise façon d'être un escalier vers la présidence de la République. On s'y faisait beaucoup d'ennemis, c'était quelque chose qui vous carbonisait. Et ça, je dirais que c'était l'expérience de la première cohabitation. Et cette expérience, il ne voulait pas la revivre, c'était une décision arrêtée, et je crois que personne ne pouvait le faire revenir sur cette décision. Cette position irrévocable de Chirac place Édouard Balladur en pôle position pour accéder à Matignon. Il se prépare donc. Je me suis mis au travail pour réfléchir avec un certain nombre de personnes à l'avenir et à ce qu'il conviendrait de faire dans le domaine économique, social, de la sécurité, de la politique étrangère. Je crois que ce travail a été utile parce que j'avais assez clairement dans l'esprit ce que je voulais faire. Édouard Balladur loue des locaux dans Paris. Il constitue une équipe d'experts et de conseillers. Bref, il tisse sa toile. Le jeu d'Édouard Balladur a pu en troubler un certain nombre, d'autant qu'il apparaissait comme finalement le premier lieutenant de Jacques Chirac, procédant toujours avec une grande déférence à son égard. Même si un certain nombre d'entre nous, plus habitués à la chose politique ou à la chasse politique, s'en méfiaient. Cette méfiance, elle existait depuis longtemps, et les contacts que j'avais pu avoir, les contacts personnels avec Édouard Balladur, ne faisaient que renforcer cette méfiance. J'ai essayé, par tous les moyens, de mettre en garde Jacques Chirac, mais il ne voulait pas l'entendre, et il me disait « Non, tu te trompes ». Jacques Chirac avait toutes les raisons de croire qu'Édouard Balladur resterait le parfait lieutenant jusqu'au bout. Car 3 ans plus tôt, en octobre 1990, dans l'émission d'Anne Sinclair, Édouard Balladur avait pris une sorte d'engagement. S'il doit y avoir une prochaine cohabitation, il serait souhaitable, pour que le climat soit plus serein et la vie plus apaisée, que le Premier ministre ne fût pas candidat à l'élection présidentielle, et qu'il le dise dès le départ. Je ne vois pas comment un homme pourrait se présenter devant les Français en 1993, leur dire « je ne serai pas candidat dans 2 ans » et l'être. Ce serait manquer à sa parole. Et s'il l'était, on lui en tiendrait rigueur et ce serait normal et justifié. Voilà ma réponse. À propos des candidats, déjà... Pardon, je vous interromps, il ne faut Oui. pas abuser du cynisme en politique. Il faut aussi de temps à autre tenir ses engagements et être un homme de vérité. Cette déclaration qui a été faite par Édouard Balladur à Anne Sinclair est une déclaration que nous avons entendue plusieurs fois dans le bureau de l'hôtel de ville de Jacques Chirac. Il était bien entendu que Édouard Balladur serait Premier ministre, mais qu'il ne serait pas candidat à l'élection présidentielle. Ça, c'était écrit dans le marbre. Et je crois même que c'était ce que pensait aussi Édouard Balladur, que allant à Matignon, il ne pense pas franchir une première étape pour monter ensuite à l'Élysée. Il est très heureux d'être Premier ministre et il pense tout à fait légitime que ce soit à ce moment-là Jacques Chirac qui soit candidat présidentiel. Quand je lui ai posé la question, d'ailleurs à Jacques Chirac, je lui ai demandé « mais est-ce que vous avez fait un pacte avec Édouard Balladur ?» Et il m'a dit ce n'était pas un pacte écrit, mais nous avions un engagement. Nous avions un engagement ensemble, à lui Matignon, à moi l'Élysée. C'est un bobard. C'est un bobard qui a été complaisamment répandu. Je vais vous dire comment les choses se sont passées. Dans la conversation que nous avions eue le samedi qui avait précédé le 2e tour des élections législatives en 1993, Chirac m'avait dit si vous êtes Premier ministre, est-ce que vous soutiendrez ma candidature à l'élection présidentielle ? Et je lui avais répondu mon soutien dépendra du soutien que vous apporterez vous-même à mon action à la tête du gouvernement. Voilà quel était le décor. Le rideau s'ouvre enfin. La pièce peut se jouer. Elle commence par une défaite historique de la gauche aux législatives.
Elle réalise son plus mauvais score depuis un siècle. Avec 247 députés, le RPR devient le premier parti de France. François Mitterrand doit se résoudre pour la seconde fois à une cohabitation. Il lui faut choisir un Premier ministre. Comme Jacques Chirac a fait savoir qu'il n'accepterait pas Matignon, le choix est réduit. Il y avait un enthousiasme dans le pays, on ne parlait que de Balladur. Balladur était le sauveur, l'homme qui montait, etc. Et donc, il y avait... Mitterrand était très à l'écoute de tout ce qui se passait dans le pays. Et il s'est dit, au fond, c'est pas mal, ça fera un anti-Chirac. Mitterrand ne pouvait qu'appeler Balladur. Et dans ces conditions, les différentes familles de la droite le voient évidemment comme légitime. Il y a l'accord formel de Jacques Chirac, il y a la volonté de Balladur d'y aller, et il y a l'acceptation souriante de François Mitterrand. Le dimanche soir, le président de la République me dit « Vous allez demander à rencontrer Édouard Balladur, envoyé par moi, et vous me rendrez compte. » Et Édouard Balladur me reçoit le lundi matin au Plaza. Édouard Balladur, lui, a une version un peu différente de cet épisode. Et donc, sans même avoir pris contact avec moi, M. Mitterrand a déclaré le soir à la télévision qu'il me nommait Premier ministre. Ce qui a fait que je suis donc... il m'a invité à aller le voir le soir. M. Mitterrand m'a dit au cours de notre conversation qu'il ne serait guère plus qu'un notaire. Et que c'est moi qui aurais l'essentiel des décisions. Alors je lui ai répondu qu'il serait certainement davantage et que mon intention était tout à fait de respecter ses attributions, dès lors que lui-même avait déclaré que la gestion de la politique étrangère et de défense était un domaine partagé. Je confie dès ce soir la charge de Premier ministre à M. Édouard Balladur. Je souhaite qu'il soit en mesure de former une équipe gouvernementale solide et cohérente dans les plus brefs délais. Édouard Balladur s'attelle aussitôt à cette tâche dans laquelle Jacques Chirac entend prendre sa part et placer ses hommes. Soyez patient, c'est une vertu. Jacques Chirac pensait que Édouard Balladur allait lui demander plus que des conseils. Jacques Chirac était même persuadé que le gouvernement allait se composer à la mairie de Paris. Et d'ailleurs, des listes avaient été faites où Jacques Chirac avait distribué les rôles parmi ses compagnons, ses amis. Et évidemment, Édouard Balladur n'a rien demandé à Jacques Chirac. Il a composé son gouvernement, qu'il est allé présenter à François Mitterrand. J'ai tenu à ce que les choses fussent parfaitement claires dès le départ, puisque M. Mitterrand m'a désigné un lundi soir, et le mardi soir, mon gouvernement était fait, constitué, et je l'ai fait, et je l'ai constitué sans demander l'avis de personne, parce que j'estimais que c'était ma responsabilité. Et dans ce gouvernement, on doit dire que la part qui était faite aux proches de Jacques Chirac était vraiment très faible. En dehors de Alain Juppé, Jacques Toubon et Roger Romani, il n'y avait pas grand monde. Édouard Balladur n'a pas cherché à honorer les fidèles de Jacques Chirac. Il fait la part belle aux libéraux et aux centristes. Simone Veil à la santé, Pierre Méhaignerie à la justice, François Leotard à la défense. Charles Pasqua, homme clé du RPR, est promu ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Et le jeune Nicolas Sarkozy obtient son premier poste ministériel au budget. Il est aussi porte-parole du gouvernement. À l'hôtel de ville de Paris, Jacques Chirac ronge son frein, tandis qu'à l'Élysée, François Mitterrand reçoit pour la première fois le gouvernement d'Édouard Balladur. Quand il a eu le premier conseil des ministres avec toutes les gens de droite, vous savez cette photo, on le voit où il est calé dans son fauteuil comme ça, puis il a l'œil droit, il regarde autour. Je lui dis, à quoi vous avez pensé? Eh bien, je vais vous dire, quand j'ai vu, j'étais là, tout seul, je les ai regardés, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Ou bien plutôt, qu'est-ce qu'ils font là?
Dans une ambiance compassée et glaciale, 30 ministres de droite entourent le président socialiste. Le silence se fait pesant avant que les caméras ne soient invitées à sortir de la salle. Certains jeunes nouveaux ministres trouvent quand même le temps de prendre la pose devant les photographes. Ce gouvernement rajeuni se met au travail avec un potentiel de satisfaction exceptionnel. Pour beaucoup, Balladur a le profil du sauveur tant attendu qui pourrait incarner une certaine politique libérale. C'est une lune de miel pour l'opinion. L'opinion a trouvé à droite quelqu'un qui soit à la fois assez modéré, assez visiblement compétent pour qu'il puisse se reconnaître en lui avec une certaine tranquillité. Et en même temps, il a une ligne directrice assez claire. Il veut continuer à construire une France raisonnablement insérée dans l'Europe. Il accepte la logique de la monnaie unique, qui gère très habilement les choses. Et les Français comprenaient, savaient que, en réalité, c'était quelque part lui qui avait raison. Je pense que les Français ont été sensibles au fait que je disais les choses telles qu'elles étaient. J'étais en face d'une situation difficile. Je vous rappelle quand même que nous avons connu une crise monétaire très grave. Je pense que le pays a eu le sentiment qu'on lui parlait le langage de la vérité et qu'on agissait conformément à ce qu'on avait dit. Cette orientation européenne et libérale du gouvernement agace Philippe Séguin, ténor de la droite sociale qui réagit frontalement. La préoccupation de l'emploi demeure seconde dans les choix qui sont effectués, reléguée qu'elle est après la défense de la monnaie, la réduction des déficits publics, le productivisme ou la promotion du libre-échange. Philippe Séguin vient de lâcher une bombe dans les pieds du Premier ministre, 2 mois à peine après son arrivée à Matignon. Édouard Balladur, bien sûr, a demandé immédiatement à Jacques Chirac de désavouer Philippe Séguin, ce que Jacques Chirac n'a pas fait. Jacques Chirac fait des déclarations qui ne vont pas dans le sens de la solidarité avec le Premier ministre et avec le gouvernement. Et donc Édouard Balladur, à ce moment-là, considère cela comme une trahison de l'intérêt général et comme une trahison en plus tout court. Donc c'est à partir de ce moment-là que les relations commencent à se dégrader. Il s'est installé entre nous, je pense, une sorte d'incompréhension réciproque, parce que je ne pouvais pas manquer de constater que souvent ce que je faisais était critiqué par les responsables du parti qu'il dirigeait. Et d'autre part, lui, je pense, ressentait avec difficulté le fait qu'étant Premier ministre, j'entendais prendre mes décisions librement. Cette position se traduit rapidement et concrètement. Le Premier ministre ne prend plus Jacques Chirac au téléphone. Il y a une liaison ministérielle entre le Premier ministre Édouard Balladur et Jacques Chirac. Eh bien, Édouard Balladur, il mettra fin très très rapidement et il n'aura même plus le moindre égard. Édouard Balladur ne le considérera pas, ne l'informera de rien. Nos contacts, nous en avions, mais relativement rares, si vous voulez. Il y avait un déjeuner de la majorité tous les mardis, je crois. Et puis, nous avions de temps à autre des conversations, mais, soyons clairs, elles étaient de moins en moins chaleureuses. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a compris que Édouard Balladur avait décidé de voler de ses propres ailes et qu'il serait certainement candidat à l'élection présidentielle. Mais, l'ayant compris, il nous a donné des instructions en disant « Surtout, ne jetez pas d'huile sur le feu. L'élection présidentielle, c'est autre chose. On verra le moment venu. » Très vite, tout le monde va se rendre compte que Édouard Balladur est bien décidé d'aller à la présidence. On se souvient, par exemple, de Nicolas Sarkozy. Quand il dit « on ne choisit pas entre papa et maman », à un journaliste qui lui demande qui il préfère pour l'élection présidentielle comme candidat de Jacques Chirac ou d'Édouard Balladur, le simple fait de ne pas dire tout de suite « mais bien sûr, c'est Jacques Chirac », c'est déjà un signal faible qui montre bien les choses. En septembre 1993, lors des journées parlementaires du RPR à La Rochelle, la tension entre chiraciens et balladuriens est palpable.
Mais l'état-major du RPR n'a alors qu'une obsession, sauver les apparences. Jacques Chirac s'y emploie avec le talent qu'on lui connaît. Ceux qui s'inquiètent à l'idée que la discorde pourrait s'introduire entre Édouard Balladur et moi peuvent être tout à fait rassurés. Nos rapports ne s'inscriront jamais dans un contexte de concurrence. Le bal des hypocrites tourne à la farce lorsque les deux hommes marchent de concert devant les caméras de télévision. On veut organiser un cheminement pour bien montrer que les deux compères s'entendent toujours bien et que ce qui s'est raconté, c'est exagéré, c'est excessif, et chacun sera le moment venu dans son rôle. C'était une situation qui était un peu fausse, si vous voulez, un peu difficile à gérer. Bon. Enfin, on en a, à mon avis, plus parlé qu'il n'était nécessaire. Alors, bien entendu, toutes les chaînes de télévision et tous les journaux ont pris les images et les photos de ce tête-à-tête entre Jacques Chirac et Édouard Balladur. Mais je dois dire que si on lisait les commentaires, on ne se faisait aucune illusion, ce n'était qu'une apparence. Il y a quelque chose qui ne va pas, on sent que Balladur est sur une trajectoire, que Chirac ne la contrôle plus. Mais Chirac est-il même persuadé à ce moment-là que l'autre va y aller? Pas sûr. Je n'avais pas l'intention de me présenter à l'élection présidentielle. Voilà. Quand vous êtes arrivé à Matignon, vous n'aviez pas l'intention. Absolument. Et ce qui m'en a convaincu, c'est, je vais vous dire ce que c'est la constatation qu'il y avait un désaccord de fond, finalement, sur la politique qu'il fallait mener pour notre pays. Fallait-il une réforme libérale pour le rendre plus fort, ce qui était ma conception? Fallait-il, au contraire, continuer dans une politique, disons, étatiste et redistributrice qui négligeait les déficits et les réformes nécessaires pour les empêcher, ce qui était une autre politique. Certes, c'est une guerre des droites qui se dessine. C'est aussi un conflit entre deux hommes qui, chacun de leur côté, se sentent trahis. Jacques Chirac, bien sûr, Édouard Balladur aussi. Il a compris que la machine RPR risque de jouer contre lui. Mais le temps presse, car la maladie de François Mitterrand progresse au point de faire croire à certains qu'il n'achèvera pas son mandat. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Bonjour, Monsieur le Président de la République. Il a été souvent dans un état de santé qui lui rendait difficile une activité très, très forte par moment. Je n'en ai jamais parlé à qui que ce soit. Et je n'ai jamais voulu, comment vous dire, l'exploiter à mon profit, ce qui était parfaitement indécent. Il y a forcément à droite des gens qui se disent « Bon, François Mitterrand, il résiste, il tient le coup, il est courageux, mais il peut disparaître d'un jour à l'autre quand même. Donc il faut qu'on soit prêt, peut-être sans attendre 95. » Donc ceux qui sont balladuriens et qui le deviennent de plus en plus, au fur et à mesure que Balladur devient une option politique en tant que tel, il faut du coup qu'on s'organise vite en tant que balladurien. Ceux qui sont chiraciens et qui sont furieux, stupéfaits, en tout cas hostiles à cette montée en puissance de Balladur, je dis il ne faut pas les laisser faire, il faut être prêt aussi. Mais c'est Édouard Balladur qui se trouve dans la situation la plus favorable. Un président au seuil de sa vie dans le palais de l'Élysée, un Chirac sur la touche qui n'est plus écouté, une voie royale, ou presque, s'ouvre devant lui. Il a commencé par séduire les journalistes, puis les intellectuels, puis les élus, et enfin tout ce qui comptait dans les appareils politiques. En leur promettant des postes, en leur offrant, puisque maintenant il avait Matignon, il s'est attaché à un certain nombre de fidélités. Nicolas Sarkozy, très vite avec Bazire, le directeur de cabinet d'Édouard Balladur, ont été en quelque sorte les moteurs de l'équipe de mise en place de la candidature d'Édouard Balladur. Alors c'était des déjeuners en ville qui se faisaient dans les grands restaurants. On parlait très haut, très fort, pour que dans les tables voisines, on puisse entendre les propos qui étaient tenus. Et ces propos, c'était « Chirac est nul », il est foutu, il est complètement ramolli, Édouard, il est porté par le peuple, il a une popularité qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer.
Ce qui n'était pas faux dans les apparences. Édouard Balladur essayait de nous séduire, et il essayait de nous séduire en faisant du Chirac, mais n'est pas Chirac qui veut. Et je me souviens d'un déjeuner de parlementaires à Matignon qui ne manquait pas de sel, c'est le cas de dire. Nous voyions arriver à table un somptueux cassoulet servi dans des cassolettes de terre, et on se disait... Vraiment, c'est sympathique, on est bien reçu, on avait l'impression de se retrouver à la mairie de Paris avec Jacques Chirac. Patatras, on voit arriver une assiette sur laquelle il était servi une petite noix de filet de bœuf sans sauce avec quelques haricots verts croquants et le Premier ministre se fait servir ce plat. Et on s'est tous regardés, on se dit vraiment, il nous prend pour des bouseux. Malgré ses maladresses évidentes, la méthode Balladur porte ses fruits. Je suis pour Balladur et... Même des Chiraciens convaincus changent de camp. Il stimule chez Balladur, s'il en est encore besoin, l'envie de se lancer dans la course. Il voyait des gens autour de lui, notamment parmi ses ministres, qui étaient réputés proches de Chirac et qui lui disaient pratiquement tous les jours « Monsieur le Premier ministre, c'est à vous d'y aller. Jacques Chirac n'y arrivera pas, il va se prendre les pieds dans le tapis, il va faire une campagne incontrôlable. Avec vous, la France sera sûre, nous aussi. » Balladur a donné l'impression à Méhaignerie, à Simone Veil, à Sarkozy, aux autres, qu'il était évidemment l'homme qui serait président, que c'était absolument inévitable. Et alors, s'agissant de Simone Veil, c'était très précis. Moi, j'étais dans la même situation qu'elle. Nous avions des convictions. Nous avions le sentiment que Balladur voyait juste pour le pays, qu'il savait la difficulté des réformes, il savait que les réformes seraient impopulaires, donc il était modeste. En réalité, ce qui est extravagant, c'est que la qualité de Balladur, c'était la modestie, l'humilité. Alors qu'il était jugé comme arrogant et vaniteux par les Français, ses qualités réelles étaient à l'opposé. Et Chirac, avec son air de tranche-montagne, était en réalité quelqu'un qui racontait des histoires. Jacques Chirac, le vétéran qui porte ses 2 échecs à la présidentielle comme une croix, semble au bout du rouleau. Derrière lui, les rangs s'éclaircissent. C'était terrible de se rendre à l'hôtel de ville dans ces années-là pour aller visiter Chirac. Parce que autant autrefois, avant, il y avait à l'hôtel de ville foule de courtisans qui se pressaient pour aller voir le futur président de la République, autant on trouvait ces grands salons déserts. Jacques Chirac était tout seul, il était abandonné de tous, sauf comme il disait de son chauffeur, de sa fille, de Jacques Toubon et de Bernard Pons et de quelques autres rares hommes qui étaient encore fidèles. Nous avons eu des moments de vide. Je dois vous dire que quand il me disait qu'il avait au sein du gouvernement d'Édouard Balladur de solides soutiens, je lui disais, tu peux me les énumérer ? Je me souviens des journées parlementaires de Colmar en 1994, à la rentrée des vacances, c'était absolument épouvantable. J'ai assisté à une scène où c'était quasiment le désert autour de Jacques Chirac, désert des élus qui étaient là, sénateurs et députés, désert des journalistes qui n'attendaient qu'une chose, l'arrivée en vainqueur du Premier ministre d'Édouard Balladur. Durant ces 2 jours, l'hostilité est évidente entre les clans Chirac et Balladur. Il n'est plus question de faux-semblants. Les couteaux sont tirés et la haine se lit sur les visages. C'est Balladur qui passe à l'offensive. Ce qui fait une famille politique forte, au-delà des convictions partagées, c'est aussi le succès. Il faut nous souvenir des leçons du passé. La dernière fois qu'un gaulliste a été élu président de la République, c'était Georges Pompidou, c'était en 1969, c'était il y a un quart de siècle. C'est pour moi un souvenir assez difficile. Il était près de minuit. Jacques Chirac était assis tout seul sur un banc, devant l'autel. Et je m'assieds à côté de lui, et tous les deux, nous nous mettons à parler. Je lui dis, tu devrais dire que tu ne vas pas pardonner à ceux qui t'auront trahi. Et il m'a dit à ce moment-là,
Je ne pardonnerai pas. Les sondages en faveur de Balladur oscillent alors entre 25 et 30%. Jacques Chirac et sa garde rapprochée sont atterrés. En voyant la montée inexorable d'Édouard Balladur dans les sondages et le fait que sa candidature devenait en quelque sorte quelque chose d'imparable, un article dans Le Monde était paru avec Sarkozy disant « mais il pourrait même être élu au premier tour s'il était seul candidat ». Tous les Chiraciens pressent Jacques Chirac de se prononcer, de dire qu'il est candidat. Jacques Chirac a annoncé sa candidature, parce que nous l'avons un peu pressé, le 4 novembre 1994, dans La Voix du Nord. Au lendemain de son annonce de candidature, les sondages étaient très mauvais pour lui. Et ils étaient très bons pour Édouard Balladur. La plupart des pronostiqueurs se disent, bon, il est candidat, il va y avoir un match entre eux, mais Chirac va perdre. Donc malgré cette faveur des commentateurs sur le fait même de se présenter, la façon dont il le fait, les pronostics ne sont pas bons. Les proches d'Édouard Balladur exultent. Et l'un d'eux, Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, donne le coup de grâce une semaine plus tard. Cela devait être le 10 novembre 1994. J'étais seul avec Jacques Chirac dans son bureau de l'Hôtel de Ville. Il m'a dit « Charles vient de me téléphoner pour m'annoncer qu'un sondage va être publié demain matin qui me donne 10%. Et en raison de l'amitié qu'il me porte, il me conseille de me retirer. » Ça n'était pas très amical. Ça a fait mal à Jacques Chirac et je crois qu'il en a conservé la marque longtemps. Ce n'est pas tout. Le 9 janvier 1995, Jacques Chirac subit un nouvel affront. Mais cette fois, c'est en direct à la télévision, à une heure de grande écoute. Quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout dans cette campagne présidentielle, M. Chirac. Vous n'avez pas l'intention de renoncer, vous irez bien jusqu'au bout. C'est la question, c'est vrai que certains s'interrogent. Vous parlez sérieusement, là, ou vous faites de l'humour? On se demande de temps en temps de détermination. Quoi qu'il arrive, c'est ça. Écoutez, soyons sérieux, je vous en prie. Bien, M. Chirac, je vous remercie. Merci beaucoup. Dans la foulée, le journal Le Monde publie un article du patron de la Sofres, un institut de sondage. Le titre, « Pour l'opinion, l'élection présidentielle est déjà jouée ». La presse a été en effet très balladurienne. On avait le sentiment que les interviews de Balladur, la présentation quotidienne des faits et gestes de Balladur étaient entourées d'enluminures, ce qui n'était pas le cas pour les autres candidats. Il y a eu comme ça une espèce d'homme en majesté sur son piédestal, traversant, marchant quasi sur l'eau, et qui ne pouvait qu'aller vers une grande victoire. Et évidemment, c'est une belle histoire à raconter. Dans l'exaltation de cette montée en puissance, Édouard Balladur annonce sa candidature depuis l'hôtel Matignon. Nous sommes le 18 janvier 1995. J'ai décidé de présenter ma candidature à la présidence de la République. C'est la confiance de nos concitoyens, maintenue depuis 20 mois. C'est la nécessité du rassemblement le plus large possible des Français qui me détermine à solliciter leur suffrage. La candidature de Balladur ne prend pas. D'abord, cette déclaration de candidature depuis l'hôtel Matignon. On sait que c'est très difficile dans l'imagerie de l'opinion publique de passer de Matignon à l'Élysée. Et précisément, il s'installe à Matignon, et il s'installe en majesté dans les ors de la République, comme si tout naturellement c'était à lui de passer d'un palais à l'autre. Son discours n'est pas d'une clarté formidable, on ne voit pas très bien à quoi correspond cette annonce de candidature. Bref, c'est une déception globale, profonde. Le clan Chirac se saisit de l'occasion pour prendre l'avantage. À Bondy, lors d'un meeting, Philippe Séguin, avec sa fougue habituelle, ranime la flamme en brocardant le candidat Balladur, présenté comme élu d'avance. Cette élection, quand vous mettrez-vous dans la tête qu'elle est finie avant même d'avoir commencé?
Le vainqueur a déjà été désigné, proclamé, fêté, encensé, adulé. Il est élu, il n'y a pas à le choisir, il y a à le célébrer. Donc, ça n'est pas la peine, ça n'est plus la peine de vous déranger. Circulez, il n'y a rien à voir. Ces mots piquent au vif les Français. Et le programme social de Chirac, inaudible jusque-là, commence à prendre. Jacques Chirac se démarque du côté, j'allais dire, droite libérale que pouvait avoir Édouard Balladur. Lui, il revient sur une sorte au fond, de gaullisme de gauche. La fracture sociale qu'il fallait réduire, qu'il fallait combattre, ça parlait à un beaucoup plus grand nombre qu'au fond, la continuité dans la gestion du pays qu'incarnait Édouard Balladur. Cette histoire de la fracture sociale, ça a fait la différence, non? Je ne sais pas si c'était une formule, je dirais à la fois heureuse et malheureuse. Heureuse puisqu'elle a plu et qu'elle a été efficace, et puis malheureuse parce qu'on s'est aperçu ensuite que faute d'avoir une croissance suffisante parce qu'on ne remettait pas de l'ordre dans les affaires du pays, la fracture sociale demeurait, elle demeure encore plus aujourd'hui. Mais pour l'heure, la campagne bat son plein et les promesses du candidat Chirac portent leurs fruits. On entrevoit une lueur le 28 ou le 29 janvier sur un instrument d'étude qui nous appartient, qui n'est pas du tout une intention de vote d'un sondage quantitatif publié dans la presse. Et c'est la première fois, depuis des mois et des mois, qu'on a cette lueur d'espoir. La légitimité de Balladur supposait que Chirac n'ait aucune chance. Il était, à partir du moment où Chirac n'avait aucune chance, tout le monde disait, bah oui, c'est normal, on doit gagner, on va prendre celui qui gagne. À partir du moment où ils étaient en concurrence, c'est évident qu'il y avait un avantage de légitimité pour Chirac, compte tenu des combats passés par rapport à Balladur, et compte tenu de ce qu'à tort ou à raison, l'opinion considérait que Balladur devait tout à Chirac. Le parcours électoral de Chirac prend un tour nouveau. Un livre, La France pour tous, un emblème, le pommier, transforme la figure du candidat. Et la télévision s'empare du personnage de façon inattendue. Putain, j'ai une patate en ce moment, moi. Je les bouffais tous, j'ai la niaque. Inouï. Oui. Donc vendredi soir, vous avez présenté votre programme pour de Versailles. Ouais. Putain, j'ai fait un carton, moi. Inouï, hein, le carton que j'ai fait. Oui, mais c'est normal. Il y avait que des gens du RPR. Ah, ben justement. Pas évident de faire un carton avec des gens du RPR quand on s'appelle Chirac en ce moment, hein. Mais bon, ils étaient comme fous, hystériques. Un carton. Revenons à votre programme. Tout le monde dit que c'est un peu anachronique, un peu démago, pour dire le mot. Non, c'est pas démago, c'est y en a pour tous les goûts, quoi. Un patchwork. Un peu comme un buffet campagnard. Il y a de tout en grande quantité pour tout le monde. Chacun prend ce qu'il aime autant qu'il veut. C'est ça mon programme. Buffet campagnard, formule jusqu'à peu plus. Et vous pensez que ça peut suffire pour vous faire gagner? Non, non. Si je pouvais gagner avec mes programmes, il y a longtemps que ça se saurait. Non, par contre, ce qui peut se passer, c'est que l'autre salopard y perde. C'est pas dur. Je ne ferai pas d'attaque personnelle. Jusque-là, il était un peu trop hâbleur, un peu trop arrogant. Et cette fois-ci, il devenait Chirac sympathique comme il ne l'avait jamais été jusque-là. La lutte se déplace sur le terrain de l'image et de la communication. Et dans ce domaine, Édouard Balladur n'est pas le meilleur. Balladur, il souffre évidemment de cette image qu'il n'est pas quelqu'un qui vient du peuple, et que ça se voit, et même que ça s'entend beaucoup. Donc tout ce qui peut aggraver ce trait, les erreurs de communication, Balladur descendant dans le métro, s'il y a un endroit où Balladur ne doit pas être à l'aise, c'est bien dans le métro parisien. Le dessin de Balladur sur une chaise à porteur de Plantu, voilà, tout ça illustre un aspect de la personnalité de Balladur qui devient de plus en plus envahissant au fur et à mesure, pas seulement que les caricaturistes, les opposants le disent, mais au fur et à mesure que la campagne de Balladur lui-même semble le montrer. Il y a une photo dans Match où on le voit prendre son petit déjeuner, photo qu'il avait conçue pour montrer à quel point il était comme les autres qui prenaient un petit déjeuner le matin avant de partir au travail. Sauf que toute sa vaisselle en argent, cet apparat, signait la distance infinie entre lui et les Français, et les Chiraciens ne se privaient pas de l'exploiter.
Édouard Balladur s'est trouvé en terre étrangère dans cette campagne présidentielle. Jacques Chirac, lui, il s'était frotté à toutes sortes de campagnes législatives dans un secteur très difficile. Il y avait 20 ans qu'il était là, sur le pont, à les soutenir les uns et les autres, à taper dans le dos de l'élu conseiller général du coin, à connaître tout le monde, à boire des coups. Jacques Chirac, le grand arpenteur de la France, fait feu de tout bois et en matière d'électoralisme, il atteint des sommets. Ah oui, c'est bon les pommes pour la santé. Jacques Chirac avait dit au début de cette campagne « Je vous surprendrai par ma démagogie ». Il a été fidèle à son personnage extraordinaire, réquisitionner des logements à Paris pour loger des SDF, la dénonciation des technocrates alors que Jacques Chirac n'était entouré que de technocrates. Alors ça nous laissait un peu étonnés, mais en même temps on était tout à fait entraînés. Dans cette surenchère, Édouard Balladur est dépassé. Lui qui n'a jamais battu le pavé se retrouve soudain acculé, contraint de faire ce dont il est incapable, sans même en comprendre les codes. Édouard Balladur cherchera à faire peuple, et il aura beaucoup de mal, pour être franc. Et pourtant, il avait bien observé ce que faisait Jacques Chirac. Il s'escrimait à aller au contact, à jouer du corps à cœur, à serrer des mains. Mais même quand il enlevait ses gants blancs, c'est comme s'il les avait encore. C'était pathétique de le voir s'adresser à des foules, de le voir faire les marchés, parce que s'il n'était pas à sa place jamais. Résultat, à 2 mois du premier tour, des signes d'un fléchissement apparaissent dans les sondages. Et Édouard Balladur n'en prend pas la mesure. J'ai été le premier à publier un sondage, tout à fait à la fin de février, je pense, où Balladur se laisse dépasser par Jacques Chirac. Il est à ce moment-là à Chamonix, il se promène dans les rues, il y a une petite foule de journalistes, et quelqu'un lui dit... il paraît qu'il y a un premier sondage qui met Chirac devant vous. Comment est-ce que vous réagissez ? Et Balladur répond « original ». C'est tout le problème des premiers ministres qui sont candidats. Ils ont dans la tête leur bilan, ils sont habitués au fond à un discours assez technique. L'exercice de la présidentielle est totalement différent. C'est au fond une page blanche, un homme, une page blanche, et il rencontre... ses compatriotes ou ils ne les rencontrent pas. Je pense que l'erreur que j'ai commise, ça a été dans le courant du mois de février, de ne pas avoir donné assez de corps à mon projet d'avenir et de ne pas avoir été assez convaincant. Tellement les choses me semblaient évidentes. Bref, je n'ai pas accordé à ce qu'il est convenu d'appeler la communication et l'organisation des choses le temps et l'attention nécessaires. La présidence de la République, c'est une incarnation. Édouard Balladur n'a jamais réussi cette incarnation-là en campagne. Il n'incarnait pas quelqu'un qui serait la France et qui serait les Français. Balladur accumule les handicaps. Manque d'empathie avec les électeurs, de tempérament sur le terrain, mauvaise communication. Mais ce n'est pas tout, car pour se lancer dans un marathon électoral, il faut des moyens financiers à la hauteur de l'enjeu. C'est un message qui est tellement simple qu'il faut que les gens le retiennent. Pour être élu, il faut dépenser de l'argent. Comme on n'a pas l'argent, il faut le récupérer où on peut. Et où on peut, c'est la poche du contribuable via les factures, les fausses factures, les pourcentages prélevés sur les marchés publics. Je rappelle, pour reprendre quand même les HLM de Paris, que toutes les sociétés qui ont eu des marchés, enfin toutes, 90% des sociétés qui ont eu des marchés avec l'Office HLM de Paris, étaient dirigées par des chefs d'entreprise qui étaient membres du RPR. En conséquence, le RPR aux mains de Chirac prélève depuis bien longtemps sa part sur les marchés publics attribués par les municipalités et collectivités locales qu'il détient. Jacques Chirac a les finances du RPR et les finances de la mairie de Paris. Donc c'est un élément tout à fait important pour l'aider dans cette campagne. Et Édouard Balladur n'a pas ça. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Vous n'aviez pas un parti derrière vous pour financer votre campagne électorale. C'était plus difficile pour vous. Oui, mais il y avait eu un budget qui avait été effectué et finalement, nous avons réuni
les fonds qui étaient nécessaires et dans la plus parfaite légalité, si c'est ce que vous voulez dire. Dans la plus parfaite légalité, je n'en dirai pas davantage sur ce point, parce que je crois que rarement un scrupule aussi grand a été apporté à la gestion de tout ça. Voilà. Et j'ai tout à fait confiance dans mes collaborateurs en la matière. Parce qu'il y a des polémiques qui continuent d'exister. Oui, il y a des polémiques, mais les polémiques, ce sont des polémiques, justement. Et ce n'est pas forcément la vérité. Voilà, je n'en dirai pas plus sur ce sujet. La messe est dite, circulez, il n'y a rien à ajouter. Mais la question reste entière. Comment Édouard Balladur a-t-il financé sa campagne? Qui a payé les tracts, les affiches, les t-shirts des militants et leurs déplacements de meeting en meeting? Chirac avait des sources importantes. Bon. Il avait les caisses du RPR qui étaient tout de même bien pleines. Et croyez-moi, il n'a pas donné un centime à Balladur, évidemment, pour financer la sienne. Donc, Édouard Balladur n'avait pas d'autres ressources que de rechercher des accommodements et des financements parallèles. Et qui dit parallèle, dit souvent des financements un peu souterrains. La solution vient de François Léotard, ministre de la Défense et soutien de la première heure de Balladur. Il trouve une source de financement juteuse, discrète et accessible dans 2 contrats d'armement qu'il a signés. Il porte sur la vente de 3 sous-marins au Pakistan et de 3 frégates à l'Arabie Saoudite. Et il donne lieu à d'importantes commissions. À l'époque, il était parfaitement autorisé de pouvoir corrompre des agents étrangers dans le cadre de contrats, notamment des contrats d'armement. En revanche, ce qui était parfaitement interdit, c'était de faire revenir une partie de ces sommes en France pour pouvoir permettre à ce que des sommes d'argent en liquide soient ensuite versées sur notamment des comptes de campagne. Et apparemment, le compte de campagne d'Édouard Balladur aurait été abondé d'un certain nombre de fonds. Édouard Balladur a expliqué qu'il avait financé sa campagne par le produit des différents meetings et notamment par la vente des t-shirts. Bon, tout cela était parfaitement scandaleux, ubuesque. Ubuesque, c'est le mot. Car le produit de la vente de ces t-shirts, le voici. Il tient dans 3 bordereaux de remise d'argent liquide. Au total, 10 050 000 francs en billets de 500 francs. Une somme déposée au Crédit du Nord par l'AFICEB, l'Association pour le financement de la campagne électorale d'Édouard Balladur. Il s'agit probablement d'une partie des rétrocommissions récoltées par l'équipe Balladur. Leur réalité est confirmée par Charles Millon, bientôt ministre de la Défense de Jacques Chirac. Oui, je peux dire que j'ai interrompu sur la demande du président de la République tous ces versements. Simplement, il y avait eu des versements préalables qui ont permis sans doute à ceux qui touchaient la rétrocommission d'en toucher les bénéfices. Et de financer les campagnes électorales éventuellement. Ça, c'est la justice. Je crois que la justice est saisie, c'est à elle de vous donner la réponse. Plus de 20 ans après les faits, l'instruction est toujours en cours. Il n'empêche qu'on peut légitimement se poser des questions quand on sait que dans l'équipe Balladur, on ne se privait de rien, car l'argent coulait à flot. J'étais épaté de la profusion d'argent qui régnait dans la campagne d'Édouard Balladur. Rien n'était un problème. Tout était simple, la location des salles, les calicots, les déplacements, les autocars, tout coulait comme ça. On voyait des gens sortir, sinon avec des valises, mais en tout cas avec des sourires comme ça, des sourires de ceux qui n'ont pas de souci d'argent dans la campagne ni dans la vie, quoi. C'était une campagne qui baignait dans le fric, vraiment. Mais cela suffira-t-il ? Car à ce moment entre en jeu un personnage pour le moins inattendu, François Mitterrand, qui va jouer au chat et à la souris avec les 2 candidats. François Mitterrand n'aimait ni Édouard Balladur, ni Jacques Chirac. Il n'aimait ni l'un ni l'autre. Certains jours, en Conseil des ministres, il faisait patte de velours à Édouard Balladur. Et il le poussait à aller dans tel ou tel sens.
Quelques jours plus tard, rencontrons Jacques Chirac. Il laissait croire qu'il faisait des confidences à Jacques Chirac et qu'il l'incitait à être candidat. Je me souviens de conversations avec lui, avec François Mitterrand, quand on lui disait « Mais enfin, est-ce que vous pensez que Jacques Chirac pourrait vous succéder ?» Je disais « Mais bien sûr, Jacques Chirac peut me succéder, mais bien sûr, mais tout à fait. Mais alors, qu'est-ce qu'on va rigoler ?» Il ajoutait ça aussitôt. « Mais qu'est-ce qu'on va rigoler ?» Voilà. Donc, François Mitterrand n'était pas dupe des limites de Jacques Chirac. Et il était plutôt en bon terme avec Édouard Balladur. Et puis, l'état de santé de Mitterrand s'est dégradé. Balladur est devenu un homme indispensable. Mais malgré tout, il devenait vraiment l'homme qui allait succéder à François Mitterrand. Or, vous savez, c'est quelque chose que les présidents malades n'aiment pas. François Mitterrand ne supporte pas qu'on lui désigne d'avance son successeur. Il se rapproche alors ostensiblement de Jacques Chirac, en qui il reconnaît un animal politique de sa trempe. Il se sentait une complicité malgré tout, François Mitterrand, avec Jacques Chirac, la complicité des vieux chefs de guerre, la complicité des hommes qui ont parcouru la France, qui l'ont apprise avec les pieds. C'est des hommes qui se sont beaucoup combattus, Jacques Chirac et François Mitterrand, mais qui à la fin s'étaient estimés, s'étaient même appréciés au-delà de ce qui est convenu entre deux anciens combattants. Alors on a beaucoup dit qu'effectivement il avait apporté son soutien à Chirac. Moi je ne l'ai pas constaté très clairement. Vous savez, grosso modo, je crois qu'il n'a pas eu à se plaindre de mon comportement envers lui. François Mitterrand a sciemment joué Jacques Chirac, a envoyé plusieurs de ses hommes comme émissaires pour lui dire qu'ils pouvaient compter sur lui. Et je crois que l'appui des mitterrandistes a été très précieux pour la victoire de Jacques Chirac. Et pour la défaite d'Édouard Balladur. Car une sombre histoire éclate alors qui va peser largement dans la balance. Écoutez, il y a eu des journalistes qui effectivement ont fait des articles favorables, d'autres ont fait des articles défavorables, mais grosso modo, ça s'est bien passé jusqu'à une malheureuse affaire, Schuller-Maréchal. De quoi s'agit-il ? D'un règlement de compte entre chiraciens et balladuriens à propos de l'enquête du juge Alphen sur les marchés truqués du RPR en Île-de-France. Le beau-père du juge, le docteur Maréchal, propose, moyennant finance, d'intervenir auprès de son gendre pour qu'il stoppe ses investigations. Charles Pasqua, persuadé que c'est un piège des chiraciens, fait mettre le docteur Maréchal sur écoute. Le fait divers devient une affaire d'État lorsqu'Édouard Balladur, mis en cause, est contraint de s'expliquer à la télévision. Moi, j'ai ma conscience pour moi dans cette affaire et je n'accepterai pas d'être mis en cause, je le répète, dans n'importe quelle condition. Alors si quelqu'un peut prouver que mon gouvernement n'a pas respecté scrupuleusement les règles de la déontologie et de la morale et du respect des droits des personnes en la matière, qu'il vienne ici, invitez-le. Il a été formel lorsqu'il a fait une intervention à la télé au journal de 20h. Il a affirmé, mordicus, que mon beau-père n'avait jamais été mis sous écoute. Or, 2 jours après, un journal, un hebdomadaire, sort le compte-rendu de ces écoutes-là, et on s'est aperçu que l'ordre était venu de Matignon. Quand c'est tombé, il a été pris en flagrant délit de mensonge, Balladur. De l'écoute téléphonique, qui m'a été imputée à tort, puisque j'ignorais complètement qu'elle avait été faite. Elle, d'ailleurs, elle n'avait aucune espèce d'intérêt d'aucune sorte, et qui a été exploitée pour montrer que je me livrais à des pratiques qui étaient tout à fait condamnables, ce qui était faux. Les sondages ont chuté de plus de 10% d'intention de vote dans les 15 jours qui ont suivi. La panique gagne le clan Balladur, et les chiraciens veulent donner le coup de grâce. La confrontation prend un tour nauséabond. Les équipes se rendent coup pour coup sans retenue. Les rumeurs, les tracts, les libelles anonymes, souvent diffamatoires, affluent dans les rédactions. Commencent à circuler des bruits absolument odieux, enfin toute une série de choses qui n'ont rien de politique et qui n'ont pour but que de détruire l'adversaire. Voilà. Entre autres gracieusetés, Jacques Chirac serait cocaïnomane et Édouard Balladur, pas vraiment français, car né à Smyrne, en Turquie. C'est quand même toujours le problème
des politiques, ce ne sont pas les idées, c'est les hommes qu'on veut abattre. Je ne détruis pas le programme de mon adversaire, je veux sa peau. Cette lutte sans merci dure jusqu'au jour du vote, car Édouard Balladur, qui multiplie les sorties sur le terrain, reprend quelques points dans les sondages. Cela ne suffira pas. Il est 20h. Au soir du premier tour, le 23 avril, le socialiste Lionel Jospin arrive en tête, suivi de Jacques Chirac, et Édouard Balladur se retrouve en troisième position. L'écart entre les deux candidats de droite s'est joué à moins de 700 000 voix. La pilule est amère. Tout démontre que les Français l'ont décidé. C'est M. Jospin et M. Chirac qui seront présents au... Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Les jeux sont faits. La victoire de Jacques Chirac au second tour ne fait plus de doute. Au soir du 7 mai, il l'emporte largement sur Lionel Jospin. Et le pourcentage de la victoire pour le nouveau président de la République. 5e président de la 5e République, Jacques Chirac, 52% des suffrages exprimés aujourd'hui. Quelques jours plus tard, François Mitterrand laisse le palais de l'Élysée à son successeur. Monsieur le Président de la République, le Conseil constitutionnel a constaté que vous avez recueilli... Roland Dumas, tout nouveau président du Conseil constitutionnel, valide l'élection et proclame Jacques Chirac président de la République. Et pourtant, cette élection, nous l'apprendrons bien plus tard, est entachée d'irrégularités financières qui auraient pu, en théorie, la faire annuler. En cet instant particulièrement solennel. C'est vrai qu'il y avait quand même quelques petites anomalies, aussi bien dans le compte de Balladur que dans celui de Chirac. Mais Chirac est élu par le peuple français. Il va aller au nom de la France dans les conférences internationales. Il va aller à New York, il va aller à Moscou, il va aller un peu partout. Et là, vous imaginez ce que sont les conférences internationales avec tous les collaborateurs des uns et des autres. Tu as vu le français, le mal élu, tu vois, il est contesté, etc. Je me suis dit, faut éviter ça. Et donc, on a validé les comptes. La position que j'avais prise a été approuvée par les 9 membres du Conseil constitutionnel. Il n'y a plus rien à dire à partir de là. Unanimité, donc, pour que la vie politique reprenne son cours tranquille. Mais malgré la victoire, à droite, rien n'est plus comme avant. Là, la fracture est extrêmement importante et elle va durer. Chirac ne nommera pas beaucoup de balladuriens, voire aucun balladurien dans son gouvernement, comme pour marquer que voilà, c'était irréparable. Il faudra des années pour que certains arrivent même à se reparler. Et ils s'en seront jamais remis, je crois, ni Jacques Chirac, ni Édouard Balladur. Et je pense que l'échec, d'ailleurs, du premier septennat de Jacques Chirac, vient pour beaucoup de cette bataille-là, parce que quand Jacques Chirac a été élu, il aurait dû rassembler, il aurait dû ouvrir les bras, et il en a été complètement incapable, alors qu'en principe, le roi de France doit pardonner les offenses faites au prince. Il n'y aura point de pardon, ni d'indulgence. Mais pouvait-il en être autrement? La conquête du pouvoir est un combat sans merci, et pour les hommes politiques, tels les gladiateurs descendant dans l'arène, c'est la victoire ou la mort. Le spectacle est assuré. Mais au bout du compte, qu'en est-il des idées qui font progresser la société? Il y avait chez Édouard Balladur une distance, une froideur qui n'avait rien à voir avec les qualités nécessaires pour être élu, en fait. Mais la question demeure, est-ce que les qualités pour être élu dans les démocraties médiatisées modernes sont les qualités nécessaires pour gouverner ou pour présider? La question reste ouverte. Et ce serait à refaire. J'accepterais à nouveau de diriger le gouvernement. Et j'accepterais également à nouveau d'être candidat. Mais peut-être qu'avec l'expérience que j'ai faite, je serai un meilleur candidat que je n'ai été. Je n'ai pas été un très bon candidat. Mais de toute façon, le problème ne se pose plus. Et pour moi, je suis dans la sérénité de l'âge.